question qui se pose, savoir sur votre positionnement dans l'art contemporain. L'art contemporain du verre, ça ne veut pas dire grand-chose, on ne sait pas où on se situe réellement. Est-ce qu'on est dans les métiers d'art, est-ce qu'on est dans l'art contemporain? Et en fait, en réfléchissant bien au problème, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie de l'art, pas seulement des matériaux, qui était dans une forme, disons, d'occultation. On a d'un côté l'art contemporain officiel et globalisé, dont tout le monde connaît les tenants aboutissants, c'est-à-dire c'est Pinault, c'est Damien Hirst, etc. Ça, c'est un art contemporain, on a l'impression que ça se décline au niveau des institutions, mais ça s'arrête à un certain niveau quand on parle de la peinture, de la sculpture, et à ce moment-là, on ne sait plus de quoi on parle, parce que ça n'est pas représenté, en tout cas, dans l'institution, ou en tout cas représenté de façon mineure. Et puis, pour ce qui concerne les artistes verriers, leur question aussi, c'est savoir, d'accord, on n'est pas dans l'art contemporain, mais on n'est pas non plus dans les métiers d'art. Nous ne sommes pas que des verriers ou des céramistes. Il y a eu une émancipation à un moment donné, les choses avancent, et il se trouve qu'il y a de la sculpture, des installations en verre, il y a du design, il y a de l'art contemporain aussi qui s'occupe du verre ou de la céramique. Et tout ça fait qu'il y a une définition à faire de ce que j'appelle moi l'angle mort, qui concerne aussi bien des peintres, des sculpteurs, des gens de la maison des artistes, on peut dire en France, et puis des gens qui sont classés dans les métiers d'art. On ne sait pas très bien de quoi on parle. Et donc la question se pose, je pense, de façon essentielle, c'est comme ça que j'ai essayé de le voir, c'est qu'il y a un déficit de reconnaissance du fer et des matériaux dans l'art de façon globale. On peut dire que de façon massive, Duchamp a été disons, celui qui a fondé, en tout cas pour le regard qu'on a à la convention de l'art, c'est lui qui a été le premier à fonder par ses régiments la notion du non-faire en art. Ce qui nous met nous en position très complexe, puisque nous faisons. Donc, c'est une question, et puis d'un autre côté, on s'aperçoit que dans les institutions actuelles de la contemporaine, il y a une réhabilitation du fer à travers, par exemple, les manufactures de sèvres, le CIRPA, etc. On voit qu'on intègre les matériaux et les savoir-faire dans l'art contemporain. Mais seulement à quel niveau et comment ça se fait, c'est ce que je vais essayer de montrer. Savoir si réellement on parle de la même chose. Et donc pour la question par exemple de l'intelligence de la main, comme ça peut être posé par la Fondation Bettencourt, comme vous posez ces questions-là, on essaie de montrer qu'il n'y a plus vraiment de hiérarchie dans les arts. Finalement, tout ça, un designer qui fait du verre, c'est comme un verrier qui fait de l'art contemporain, enfin on mélange tout, on n'a plus de référence. Donc moi je vais essayer de voir un petit peu où est-ce qu'on en est là-dedans, dans ces questions de division des tâches, de hiérarchie et de visibilité d'une forme d'art finalement qui est représentée ici et ailleurs dans le monde. Donc on va passer à voilà, tout le monde connaît ça, il faut commencer par ça, parce que en fait, on a fondé notre vision de l'art sur l'idée qu'il suffirait à un artiste de décider ce qui est art sans se soucier de la fabrication pour que l'art soit ce qui est réel, ce qui est vrai. On peut considérer que ce qu'a fait Duchamp est tout à fait louable et quelque part il a repositionné tous les paradigmes de l'art de l'époque et qui ça a couru jusqu'au XXe siècle. Mais seulement il faut se rendre compte qu'on a accès au ready-made à partir des années 60. Que Duchamp ne tenait pas tant en compte son œuvre et qu'il avait tout oublié. C'est les années 50 qu'ils l'ont découvert, il a dû faire des copies. Donc c'est pas quelqu'un qui a considéré de façon dogmatique qu'il ne fallait pas faire en art. Ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y a une autre lecture à Duchamp. Duchamp a fait ça, effectivement, c'était un grand canular. Et d'un autre côté, il s'opposait effectivement aux arts de son époque, il a remis en cause tout ça, mais seulement, moi je pense qu'il faut recontextualiser ces œuvres, ces ready-made, qui ont posé une vraie question, mais seulement c'est pas suffisant pour dire que Duchamp a été celui qui a été, disons, à l'origine de l'absence du fer en art. Il a
Par ailleurs, on dirait, il fait autre chose. Il a fait de la peinture, il a fait des installations, il a utilisé beaucoup de, comment dirais-je, de matériaux. D'ailleurs, il faudrait que je vous cite, je cite quand même ce qu'il dit. Voilà contre quoi se battait. Voilà contre quoi se battait Duchamp. On comprend qu'au bout d'un moment, si en 1927, Paul Chaban, personne qui n'en sait rien, a eu la médaille d'or, c'est dire de quoi on parlait en art officiel, académique, à l'époque. Donc on comprend pourquoi Duchamp a eu besoin de repositionner les questions de l'art dans le concept, parce que là, on était, comme il disait, on avait affaire qu'à des artisans supérieurs, des gens qui ne pensaient même plus ce qu'ils faisaient. C'était de la peinture au kilomètre, c'était pour les médailles. Il ne faut pas oublier que ça sont les peintres pompiers dominants dans les années 1900 à 1925, alors que nous, on a une représentation de l'art moderne, comme si les surréalistes et dadaïstes étaient connus à l'époque. Il y avait 300 personnes qui s'intéressaient à ces gens-là. Bon. Donc il ne faut pas oublier que ce qu'on nous raconte tous les jours, cette académie du pompier, de l'art contemporain actuel qui nous dit que l'art contemporain, l'art moderne, etc., existait à cette époque. Non, il n'existait pas, c'est une reconstruction des années 60. Et c'est pour ça qu'il faut se mettre dans cette position qu'on a académisé des propositions qui n'étaient même pas les vraies propositions du Duchamp. Voilà, donc le bricolage en art dont on parle du Duchamp, et qu'il défend, lui, parce qu'il n'a pas dit non, il ne faut pas faire, il dit on peut bien faire ce qu'on veut, hein. C'est pas le problème, c'est toute liberté en art. Une citation que je cite tout le temps parce que moi je trouve qu'elle est vraiment intéressante, et bah, il faudrait mettre ça dans les écoles d'art actuellement. Voilà. C'est un entretien de Pierre Cabane avec Duchamp dans les années 60. Pierre Cabane lui dit on a l'impression tout de même que les problèmes techniques passaient avant l'idée, suite à tout ce que Duchamp dit dans son entretien. Duchamp répond, il dit souvent oui, il y a très peu d'idées au fond. Ce sont surtout des petits problèmes techniques avec les éléments que j'emploie, comme le verre. Tout ça me forçait à élaborer. L'autre, Pierre Cabane, il est curieux que vous qui passez pour un inventeur purement cérébral, ayez toujours été préoccupé par des problèmes techniques. Et il répond, vous savez, étant peintre, on est toujours une sorte d'artisan. Bon. L'idée n'est pas de dire que Duchamp était un artisan, c'est ridicule, évidemment, c'est pas la question. Mais par contre, il était pour la liberté en art, il n'y a pas de principe, à défendre, on fait comme on veut. Lui, il bricolait, ça le faisait chier, il sous-traitait, enfin, chacun faisait comme il voulait, mais on n'était pas dans ce qu'on nous impose, c'est-à-dire finalement une forme de conceptualisme dominant qui exclut toute possibilité de faire en art. Donc, on remet sa bouche de bouchon. Voilà. Donc voilà ce qu'était capable de faire Duchamp, qui me paraît beaucoup plus important et beaucoup moins canular que ce qu'il faisait dans ses guillemets. Il était peintre. Bon, c'est manifeste, on voit, il savait peindre, mais la question, il ne faut pas savoir s'il savait peindre. La question, il s'est posé la question de la peinture, et à la fin de sa vie, il s'est posé la question d'installation, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit, ça a été publié, les notes à propos d'étant donné la dernière œuvre qu'il a faite, c'est 20 ans de réflexion purement technique. Évidemment, il y a des notes conceptuelles, mais pour installer ça, il a été dans un très grand bricolage. Et ce qu'on peut demander à un artiste, et c'est sûrement ce qui est important, c'est que la création technique va avec la création conceptuelle. C'est ce que j'essaierai de montrer. C'est qu'il est aberrant de penser que d'un côté on aurait les concepts, et de l'autre côté on aurait la main, le corps et l'esprit, tout ça. Bon, Duchamp, évidemment, n'était pas dans cet esprit-là. Par contre, à l'école, c'est ce que les gens nous apprennent. Ce qui fait aussi qu'on a fini par imposer, finalement, assez récemment. J'ai mis les trois photos, c'est pour qu'on voit, il y a l'ancienne vision de l'art, c'est redin au travail et taper dans le marbre. C'est une façon de travailler au niveau de l'art qui correspond à un mode de production qui vient des temps anciens, mais surtout de la Renaissance, où l'artiste réellement est impliqué dans son matériau. Duchamp arrive. Lui, il remet en cause le bout du bout d'une façon de faire de l'art, d'un certain mode de production, il vient de réintroduire des questions conceptuelles,
Et à quoi on arrive à un mec qui se met le main dans les poches. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que Buren est vraiment intéressant dans l'histoire de l'art. C'est évident qu'il est majeur. On peut dire qu'il est aussi important que Jérôme l'était au 19e. Mais c'est pas Manet, c'est pas Gauguin, c'est pas Van Gogh. C'est quelqu'un qui impose un certain mode de production aux artistes pour une époque qui dure depuis 50 ans. Faut pas oublier quand même, Buren était au pouvoir depuis près de 50 ans. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Il ne faut pas dire que ça c'est de l'art contemporain, c'est de l'art officiel. Donc cet art officiel, il a impliqué, il a imposé, il s'est fondé sur Duchamp, je pense que c'est une grande trahison de Duchamp. Donc nous, je pense, moi, je ne sais pas si on peut le préciser, il y a une façon de récupérer la façon de voir de Duchamp, parce qu'il lisait quelque chose qui était de l'ordre de ce qu'il appelait l'impensé dans la fabrication, c'est qu'il faut que les artistes pensent ce qu'ils font et dans tous les moyens. Donc il faut récupérer ça, je pense, avec des matériaux et faire en sorte de déboulonner une façon de non faire en art. Voilà. Parce qu'on peut dire que l'académisme, disons, pompier, qu'on nous impose actuellement, c'est qu'un artiste est censé ne pas faire. Bon, il y a le régiment de Lavier qui est quand même une énormité. Enfin, c'est une énormité au sens quelque part, c'est que ça a 80 ans, plus 100 ans. C'est un concept qui a 100 ans. Et on nous l'impose dans un art contemporain, c'est à Strasbourg. Moi j'ai assisté à, je vois peut-être certains ici, était là, à Strasbourg, la présentation de l'entrée de la Giulietta de Lavier à Strasbourg. Ils étaient 8 sur une table, une estrade, pour expliquer à tous ceux qui étaient là que cette œuvre était importante, très importante. Il y a une américaine qui est là qui dit mais je ne vois pas l'intérêt de mettre une épave dans un musée. Et là, tous de ces grands lesquels c'est très important ça. Vous voyez bien que c'est important. Alors pourquoi c'est important? Ben oui, parce qu'il va nous expliquer, Lavier, c'est le bout du bout, qu'il a choisi cette Giulietta, mais c'est pas vraiment un millimètre, il l'a choisi, hein, il ne fallait pas qu'il y ait un bord dedans. C'est embêtant. D'un autre côté, il a fait en sorte de la choisir pour sa couleur, parce qu'il aime beaucoup la couleur. Si on suit ce que Duchamp dit du millimètre, tout ça vous en êtes là-bas, mais c'est pas grave, c'est un millimètre quand même. Et après, il dit oui, comme ça les gens viendront dans un musée, ils auront une émotion, et peut-être qu'ils iront moins vite sur la route. Non mais je ne rigole pas, hein. Je vous le dis parce que c'est vraiment intéressant. Quand on arrive au bout du bout d'un art pompier, on arrive dans l'art édifiant. On arrive en 1920, par exemple, c'était Harry Scheffer, c'était Jean-Paul Laurence qui faisait des peintures, l'excommunication de Robert Le Pieux, etc. L'édifiant, la religion, etc. Lavier fait partie de ces gens-là. Voilà. Donc on peut suivre ça, ça a son intérêt. Mais bon, moi je trouve qu'il y a beaucoup à refaire là-dessus. Donc la question justement de savoir la position maintenant qu'on impose aux étudiants, ce qu'ils doivent être en tant qu'artistes, c'est-à-dire de pur, des esprits n'ayant aucun contact avec la matière, voilà à quoi ça nous emmène. Donc, vous voyez qu'on rééquilibre un peu le problème, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas cette division des tâches entre l'artiste qui pense et le sous-traitant. Parce que cette division des tâches a introduit une hiérarchie entre l'artiste majeur et celui qui touche à la matière et au matériau, qui lui est forcément mineur. Voilà. Donc on est revenu à ce système de division qui fait que nous, les guerriers, les céramistes, les gens qui touchent le matériau, nous trouvons exclus, mis dans une position où, même si on pense, on ne peut pas prétendre être un artiste puisqu'on touche au matériau. Donc c'est vraiment un modèle ancien, qui a sa force et qui impose finalement une façon de faire l'art. Et surtout qui fait en sorte qu'on ne voit plus ce qui se fait par ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, plutôt qu'une façon de faire, maintenant on est dans une façon d'être. C'est-à-dire que l'artiste ne fait plus, il faut qu'il soit, et qu'il présente ce qu'il est. C'est une attitude. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, Alexandre Perry est un céramiste
a eu Turner Prize, ce qui de toute façon a double détente. Ils sont assez malins là-bas pour faire entre guillemets du scandale en donnant le Turner Prize à un céramiste pour dire vous voyez bien ce qu'on vous a dit, il n'y a plus de division dans les arts, puisqu'on donne le Turner Prize et vraiment le truc de l'art contemporain à un céramiste. Mais on n'a pas donné le Turner Prize à un céramiste, on l'a donné à Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire à l'attitude de l'artiste. Parce que Gaston Perry, il fait de la céramique, du peint sur la céramique, mais dès qu'il sort de chez lui, il se déguise en Alice au Pays des Merveilles. Donc on a donné le prix non pas évidemment ce qui concerne le fer ou le matériau qu'il aurait pu transformer, on lui a donné parce qu'il a une attitude. Et c'est contaminant, ça contamine. On voit Glass Stress, par exemple, une exposition à la Biennale de Venise, vachement intéressante, entièrement prise en main par Berengo. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il a compris la leçon. Pour que le verre devienne artistique, il faut que les artistes soient énergumènes, en fait, qu'ils soient investis de cette puissance-là, cette attitude. On se fout de savoir comment c'est fait, c'était par des ouvriers à Venise. Bon, évidemment, il n'y a pas un verrier dans cette exposition, ce sont que des plasticiens et des designers. Et donc, on montre quoi? On montre non pas le verre en tant qu'il serait fait, mais en tant que l'artiste aurait une attitude. Voilà. Donc ces deux tendances-là sont lourdes dans l'art contemporain parce qu'elles s'enracinent dans les années 60 sur une exposition majeure qui s'appelait quand les formes deviennent des œuvres, quand les gestes deviennent des œuvres. Voilà. C'est-à-dire que c'était comment il s'appelait un commissaire d'expo important, comment il s'appelait? C'était où c'est quand les formes deviennent des œuvres. Donc ça c'est fondateur d'une certaine attitude en art où finalement la question est du non-faire ou du mal-faire et la question de l'attitude de l'artiste. Donc tout ce qui nous concerne évidemment là on n'est plus dans on n'en parle pas. Et la vraie attitude de l'art du verre contemporain, de la céramique contemporaine, ce qu'on en reste là, c'est pour les artistes de se positionner comment dirais-je, en maltraitance. Il faut bousculer la matière, il faut revisiter, etc. Tous ces mots qu'on entend en permanence. Mais évidemment, il n'est jamais question de ce que l'artiste ferait, lui, avec le matériau. C'est toujours faire en sorte de bousculer les traditions, etc. Voilà, donc ce sont des attitudes, tout ça, qui quelque part font qu'il y a d'un côté le concepteur et le réalisateur. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, il y a une... Dans ces positionnements d'une forme d'art, il y a ce qu'on peut appeler une forme de marketing. Puisque ce qui est intéressant, c'est que l'attitude de ces artistes contemporains, ou des designers qui s'opposent aux artisans, c'est qu'il faut justifier en fait, de cet art séparé. Il y a un livre qui est sorti en Angleterre un artiste, Michael Petri, qui a écrit The Art of No Making, et qui justifie finalement cette division des tâches. Mais lui a une attitude intermédiaire, c'est qu'il dit ok, c'est normal, ça a toujours existé, les grands artistes ont toujours eu des équipes pour travailler pour eux. Mais il faut reconnaître la valeur des praticiens. Il faut noter leur nom, il faut dire qu'ils existent, c'est fini, il ne faut pas les laisser dans le vent, il y a une forme de paternalisme là, qui se met en place. Et on voit bien que, par exemple, dans les œuvres, c'est pas le cas de Jeff Koons, il va avec une boss, enfin il a une équipe. Pourquoi on peut justifier que c'est une œuvre importante? C'est parce qu'à chaque fois, on crée l'entourage. Et on dit, par exemple, les grands maîtres avaient une équipe qui s'occupait d'eux. Ou, par exemple, une œuvre importante, on la met dans une église ou dans un musée. On la valorise. Comme de la même façon, quand on veut vendre de la camelote, on vend un yaourt industriel, on nous met en référence une peinture de Werner. Tout ça pour donner des connotations où on nous fait croire que finalement,
finalement, c'est un grand artiste parce que bon, il a une grande équipe et en plus il peut aller à Versailles. En fait, c'est de la promotion marketing. Et une chose qu'on oublie de dire, c'est que effectivement, il y a toujours eu des grandes équipes pour les artistes jusqu'au 19e siècle. C'est fini avec la modernité. Enfin, jusqu'à la fin du 19e, il y avait jusqu'à 30 personnes qui bossaient dans les ateliers. Eh bien, on oublie de dire que le maître savait aussi bien que le praticien, et même mieux, puisque c'est lui qui donnait la main, qui faisait la manière, et que, évidemment, on ne fait pas la différence sur Rembrandt. On peut retrouver des mains, mais enfin, c'est vraiment des spécialistes, mais les gens qui bossaient pour Rembrandt, il y en avait, avaient des spécialités, ils faisaient des genres, au fond, etc. Et c'est Rembrandt qui dirigeait tout ça, et qu'au bout du bout, le style venait d'une seule personne. Même si on peut considérer que, probablement, il y a eu aussi du style qui venait des praticiens. Mais il ne faut pas oublier que Jeff Koons est absolument incapable de penser ça. Donc la grande séparation pour laquelle moi je me bats, c'est que, et c'est pour ça que j'en ai pas particulièrement pour les praticiens ou les designers, mais moi ce que je demande à un artiste, c'est qu'il maîtrise aussi bien son mode de production, c'est-à-dire qu'il sache comment ça doit être fait, pour pouvoir impliquer son style, donner son style à l'œuvre. Ce qui n'est pas l'inclave de gens d'œuvres qui sont industrialisés et qui n'ont plus de manière. En fait. On ne pourra pas reconnaître la manière de Jeff Koons dans 100 ans ou 200 ans, puisque de toute façon c'est totalement industrialisé. Il y a plus de main. Donc quand un artiste travaille avec des matériaux, eh bien on peut imaginer qu'on peut retrouver sa marque. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est que ce qu'on nous raconte sur l'abandon des divisions entre les arts et des hiérarchies, eh bien, on voit très bien que même quand on reconnaît la valeur des praticiens, il suffit de voir une photo comme ça pour savoir de quoi il s'agit. On a celui qui est devant, c'est celui qui a pensé, qui a dessiné, et tous ceux qui sont derrière, ce sont les ouvriers. Voilà. Donc, même si on les reconnaît, même si on connaît leur nom, etc., le problème, il est que la division des tâches introduit la hiérarchie. Voilà. C'est pour ça que moi, j'essaie d'imposer une façon de faire pour les artistes, même si c'est ma position, je ne dis pas que je ne suis pas prescripteur, ma position c'est qu'un artiste doit maîtriser aussi bien sa technique, son matériau et son matériau. Et d'ailleurs, à tel point que quand on voit comment les artistes ont utilisé, par exemple, Michel-Ange. Si Michel-Ange a fait cette Pietà dans le marbre de Carrare, c'est parce qu'il était impossible dans un autre matériau de pouvoir à la fois représenter l'abattement d'une mer et la rigidité d'un cadavre. C'est-à-dire qu'aucun matériau n'avait cette finesse-là, et il le savait. Donc, c'est pas Jeff Koons qui va demander à une usine faites-moi une Pietà. C'est que le travail sur le matériau lui-même implique le style. Et donc, il y a du style dans le matériau. De la même façon, d'ailleurs, pour Gauguin, il était à la recherche du sauvage, comme il disait. Quand il est allé en Bretagne, ce qu'il a vu, là pour le coup, ce n'était pas du marbre blanc, c'était le grès de Bretagne qui, en tant que matériau, produit une certaine imagerie et on ne peut pas faire qu'une Pietà dans le grès de Bretagne. Voilà. Et que quand il est allé retrouver le sauvage et qu'il a essayé de trouver des matériaux pour essayer d'exprimer ce qu'on entendait par le sauvage, c'est le matériau qui donne le sauvage. Et le concept est dans le matériau, donc il y a du concept dans le matériau. Toute chose que finalement on ne reconnaît pas actuellement. Et bon, et donc, dans la question de savoir ce que c'est qu'un matériau, eh bien, on nous fait, et là, il y a des muséographies dont je ne parlerai pas, enfin, c'est tout ça où ça vient, c'est aux Arts Déco, eh bien, il n'y a aucun problème aux Arts Déco pour parler de verre, entre un verre de Gallet qui se trouve à quelques mètres d'un verre de Palex. Tout ça parce qu'ils pensent que tout ça, c'est une forme qui s'est incarnée dans un matériau. Mais ça pourrait être du plastique, ça pourrait être... voilà. L'important, c'est qu'on a une forme. C'est ça le design. Le design mal pensé, pour les designers qui pensent bien, les designers qui pensent leur matériau, mais souvent on a affaire à des designers qui ne pensent que la forme et qui ne se soucient plus après du mode de production et qui ne se soucient plus du matériau. Or il est important parce qu'on voit bien que si Gallet a
a une telle pertinence artistique, c'est qu'il y a une cohérence entre la technique mise en œuvre qu'il a créée, l'inspiration, les effets de profondeur, le travail sur le verre et la transparence, les couleurs, etc., qui parlent évidemment de quelque chose qui est cohérent sur les choses. Comme de la même façon, le Duralex a sa cohérence, mais nous avons affaire à des verres différents. Il ne s'agit pas du même verre. D'un côté, on a le matériau, c'est-à-dire une matière transformée dans une intention par quelqu'un. Là, on a juste une matière qui permet d'incarner une forme. Ce n'est pas la même chose. Là, il y a du concept, il y a de la forme. Et c'est pour ça que quand on essaye, disons, voilà, nous vendre des beaux relais dans une expo de verre, comme on a pu voir à Vios, où il y avait un Levinsky et pas loin, il y avait un relais avec des néons. On arrive, c'est pas dans le ridicule, enfin, on n'est pas loin du ridicule, parce que sous prétexte qu'il y a du verre dans le néon, on aurait affaire à du verre. Non, il y a une matière qui s'appelle verre, et ici nous avons un matériau. Et le matériau ici est pensé par Levinsky de même plus galé, parce qu'il recherche, il y a une idée, comme Michel-Ange cherchait une idée dans le marbre, et bien Levinsky, grâce finalement au matériau vert, en tant qu'il est transformé avec une technique particulière, il arrive à obtenir des effets. Son œuvre est cohérente par rapport au matériau. Ici, il y a une cohérence purement pratique, parce qu'il s'agit de mettre un gaz dans. Ça serait du plastique, ça marche aussi bien. Donc, l'autre concerne justement le style qu'on peut voir dans un matériau. Le traitement du verre par dôme et par décrochement selon une même technique, on voit que le matériau, il y a une intention. Pratiquer un matériau donne du style et une manière. Et on reconnaît de loin d'écorchement, pas seulement par sa forme, mais par son traitement. Et Dôme, de la même façon, il a une façon de faire qui implique une certaine forme, l'œuvre finalement est cohérente par rapport à sa façon de faire. Et là, de la même façon que chez Guerrero, il y a un style, c'est-à-dire que quand Guerrero demande à des artistes de donner un dessin, on voit ce que ça donne, ça fait on ne sait plus la vérité. Donc quand on nous dit ce qui est important c'est la forme, moi je dis ok c'est important la forme, c'est important le dessin, c'est important le concept, mais qu'est-ce qui est le plus important au niveau de l'œuvre pour la regarde? C'est comment elle est faite, comment elle est prise en main par celui qui fait, et comment à ce point de faire on finit par dire que ces deux artistes-là au bout du bout, c'est le même. Qui va s'amuser à distinguer dans ces œuvres-là, ce sera Duberengo, ce ne sera plus l'artiste là, je crois, qui rappelle, puis l'autre. Bon, c'est impliqué par le faire, et le faire là donne du sens à l'œuvre. Donc, quand on est dans cette distinction permanente entre le concept et la réalisation, enfin le faire, eh bien, on est dans une erreur de jugement. On fait croire que, mais en fait, regardons les œuvres et voyons que finalement, il n'y a pas disons, c'est pas si simple de ne pas faire. Et ne pas faire, c'est déjà laisser la main au verrier de Murano, qui lui va donner son style. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de reconsidérer la place du faire en art. Et que peut-être, c'est certainement aussi urgent maintenant pour nous que pour Duchamp il y a 100 ans. C'est qu'avant lui, il voulait, il y a 100 ans, rentrer dans le non-faire, il avait des raisons, mais peut-être que maintenant les artistes auraient peut-être autant de bonnes raisons de retourner au faire. Quand on voit à quel point il y a une dérive qui ne pense plus du tout les conséquences de l'abandon du faire. En tout cas pour la voilà. Et ça c'est le deuxième. Et donc dans il y avait Tu veux dire quelque chose sur le dans la Pascal, justement, à droite de ce que tu viens
bien développé. Arriver sur Daniel, c'est intéressant de savoir ce que tu penses de son travail. Justement. Non, mais voilà. Ottoniel fait partie justement de ces artistes qui ne sont pas, dans ce que je dénonce, dans une séparation intégrale. Il ne connaît pas la technique. Bon. Ils sont un part officiel, alors oui, mais c'est pas moi je fais. Non, mais je ne suis pas là à dire c'est pas bien, c'est bien, etc. Je dis que lui, même en étant officiel, pose bien le problème. C'est-à-dire que lui, il ne connaît pas la technique. Il a confié aux autres. Mais seulement, il est dans une façon de faire, c'est-à-dire penser globalement la place du matériau dans son œuvre, et avant le verre, c'est-à-dire quand il s'occupait du soufre, il faisait des œuvres qui n'étaient pas en verre, il pensait le matériau dans son œuvre. C'est pas le designer qui fait le dessin qui envoie un fax. Bon, donc c'est pour ça que je dis qu'il est intéressant actuellement de se poser la question du fer, du matériau, aussi bien dans les métiers d'art que dans l'art contemporain que dans le design, c'est qu'il y a des convergences et des émancipations dans tous les domaines pour arriver probablement à un champ qui va être moins hiérarchique, dans lequel je ne suis pas loin de travailler comme Ottoniel, je veux dire au sens, puisque j'ai une assistante qui me fait plus le sale boulot. Je n'ai pas revendiqué le faire, mais seulement c'est le penser du faire, c'est comme faisait Gallet quand il dessinait ces choses, il dessinait et il pensait. La technique, il a créé la technique alors qu'il n'a jamais touché un peu de fer. Donc ce que je veux dire, c'est que l'important c'est d'avoir cette relation entre l'objet qu'on va fabriquer et les moyens qu'on va créer, qu'on va demander. Bon, évidemment, Ottoniel est à la limite parce que disons qu'il y a peu de place à la manière des œuvres d'Ottoniel, au sens de la manière, c'est-à-dire que bon, ça c'est quand même piqué de Sarkozy, hein, il devrait le dire, il ne le dit jamais, enfin bon, le problème c'est que de Sarkozy, tout ça, c'est un peu les fusillés de Sarkozy. Au niveau de la manière, au sens la réalisation apportera peu de choses. Il y a beaucoup dans les faits. Oui, voilà, c'est des images mentales, il va bien réaliser l'objet, mais évidemment, on ne saura pas retrouver la manière d'Ottoniel, même du verrier qu'il a fait, parce que ça peut l'industrialiser, c'est pas grave. Mais l'objet est cohérent, de toute façon, il faut savoir le placer. Mais il y a des choses que je trouve aberrantes, ce qui est aberrant, c'est ça. Voilà. C'est ça que je trouve aberrant. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un dessin qui ne saura jamais ce que l'artiste a fait, ça sera totalement le verrier. Il y a encore un verrier qui n'aura pas beaucoup d'inspiration. Donc, je veux dire que c'est la manière là est une façon de. Ça fait un objet bancal, comme beaucoup chez d'autres, voilà, ces objets qui ça pourrait être fait par un bon verrier, il fait ça, mais sans inspiration, on peut dire. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu veux continuer et à la fin, est-ce que tu veux faire? Oui, non, j'ai fini là. Je vais arrêter. C'est super intéressant si je peux me permettre. Oui, c'est bon. Je trouve que la façon dont on analyse la situation est très pertinente, la façon dont les mécanismes, le changement de perception, le changement de réception, et aussi ce que tu dis au niveau des interactions entre les différents domaines, c'est un moment qui est crucial, qui est un moment en fait d'ouverture, on trouve. Et il me semble comprendre, à travers ce que tu décris, ma façon de voir, en n'étant pas française, d'être agissante, articulant sur le marché, entre guillemets, français, l'information, mais de l'extérieur, cette problématique et cette exclusion dont tu fais part, elle est déjà historiquement fondée, comme tu l'as dit, elle remonte à la division des tâches, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'académisme, effectivement, comme tu dis, chaque époque a son académisme, il faut dire, on a encore un livre un autre, l'art contemporain, je te rejoins entièrement là-dessus. Et je trouve que ce sont des problématiques qui, en ce qui concerne, ici en particulier, puisque nous sommes réunis autour de la Verrier, qui concernent très vivement le contexte et la manière de penser française. Et ce que je tiens à dire, c'est que c'est tout à fait vrai en France et nous en souffrons tous les jours de différentes façons. L'académisme, il est très fort en Italie, il est très fort en France, avec des formes différentes, avec la cohérence entre,
quand même des choses lourdes, hein, voilà, la regarde à chercher à se débarrasser, on revient à un certain forme d'organisme. Mais dès qu'on sort de notre petit contexte européen, qui est important bien sûr, mais ça fait un bien fou de se rendre compte que tout cela est très relatif. Et toi qui connais le Japon, notamment, le contexte de création au Japon, là-bas, et moi ça m'a frappé aussi quand je suis allée déjà de 50 ans, mais on arrivait avec notre bagage, justement, arriver en majeur, etc., ce qu'on nous a appris. Parce que ce qui vient de l'université, cette façon de penser qui rend les choses continuer, etc. Et là-bas, complètement, une façon de percevoir et de dire, oui, que ce soit beau, que ce soit avec du papier, avec du verre, c'est complètement inintéressant. Et là, ça nous renvoie à nos limites de perception. Et je pense que c'est vrai, en France, c'est un très fortement le cas, mais même en France, ça change. Et tu es là aussi pour oui, ça change. mais c'est vrai que c'est très vif encore en France, c'est très vif encore en Suisse. Moi, je fais partie des poètes de la Suisse, etc. Tout ça, c'est historiquement lié. Il y a même l'histoire avec ça. Oui, mais ça c'est vrai. Le problème, c'est que moi je me méfie beaucoup d'un discours qui nous dit oui, mais vous savez, les choses avancent, et pendant ce temps-là, tu restes en place. C'est-à-dire que souvent c'est un discours purement rhétorique. On nous dit oui, mais bon, les hiérarchies, c'est fini, on revenait à vos distinctions artisanales. Alors, au bout d'un moment, on a l'impression qu'il faut arrêter ce discours. En fait, il n'a jamais été aussi puissant, mais aussi fragile. La situation est extrêmement puissante, mais extrêmement fragile. C'est-à-dire tout ce qui brûle comme chez nous. Et que ce qui se passe actuellement, moi, je pense qu'il y a une bascule, parce qu'il y a une émancipation qui existe dans les métiers d'art, dits métiers d'art, céramique d'art surtout. Et d'un autre côté, il y a une descente d'une marche de l'art, c'est-à-dire que l'art contemporain s'étant positionné en tant qu'art majeur, global, c'est-à-dire ce qu'on appelait les arts libéraux au Moyen-Âge, tout le reste qui concerne des œuvres faites de la main de l'artiste, prenant en considération les matériaux de savoir-faire, tout ça, ce sont les arts mécaniques. Et donc, les arts libéraux, enfin, l'art conceptuel contemporain, est de plus en plus fragilisé par cette montée en puissance et convergente d'artistes, sculpteurs, peintres, etc., qui se trouvent finalement avec les mêmes problématiques que des verriers et des céramistes, et s'affrontant à la même académie. Et c'est d'autant plus puissant, actuellement, c'est une info qui est importante, il y a un débat institutionnel en France qui est intéressant, c'est que, et qui va totalement contre la maîtrise du ministère de la Culture sur l'art, c'est que la maison des artistes, qui devrait disparaître, des décisions politiques, etc., s'associe avec Atelier d'Art de France. Atelier d'Art de France, c'est le syndicat des céramistes et Atelier d'Art de France. Et la Maison des Artistes et Atelier d'Art de France vont créer une plateforme, enfin, bon, je suis en train de travailler sur ce sujet-là, qui est de faire une plateforme commune entre les questionnements des artistes, la Maison des Artistes qui se sentent oubliés et invisibles, comme pour les gens de la céramique et du verre. Il y a une plateforme commune qui peut être créée et qui justement va rendre visible des problématiques justement concernant une autre approche de l'art qui n'est pas que l'approche conceptuelle. Et ça, c'est intéressant de voir. Maintenant, je vais essayer de finir parce qu'on va oublier la peine. Je vais oublier de leur dire. C'était en fait pour essayer pour conclure dans ces distinctions. On peut dire que l'artisan, c'est pas seulement des métiers d'art, mais l'artisan au sens social et économique, c'est quelqu'un qui travaille avec une charte prédéfinie, c'est-à-dire que finalement il a un projet et il le réalise soit dans la tradition, soit dans la modernité, mais seulement il a un projet à réaliser. Et il le fait en respectant un savoir-faire, éventuellement une excellence, etc. Ce qui n'est pas le problème de tous les artistes. La question ne se pose pas comme ça pour les artistes. L'artiste designer que je mets ensemble comme étant deux types d'activités très proches maintenant, parce que le plasticien maintenant est très proche du designer. Ce sont des gens qui ne connaissent pas forcément la matière du travail, mais seulement qui sous-traitent, qui font appel à des sous-traitants, mais seulement leur relation aux matériaux et au savoir-faire est une relation
qui n'est pas direct, c'est-à-dire que finalement c'est intermédiaire, et il n'y a pas, disons, de retour de l'expérience, c'est-à-dire de l'activité sur le matériau, sur l'œuvre. Ce qui n'est pas le cas, moi, de l'artiste que je dis non séparé, c'est-à-dire quelqu'un qui dialogue avec le matériau. Et à ce moment-là, on est dans une œuvre qui se construit dans la relation au matériau, comme nous tous, nous pouvons l'avoir vécu quand on travaille avec une technique, même si c'est une technique médiatisée, c'est-à-dire même si on passe par des moules, mais on anticipe ce qui va se passer. Et donc, pour le finir, j'ai parlé de ce que je fais. Francis Bacon m'intéresse, mais je ne le dis pas, parce que voilà, il dit une chose qui me paraît importante. Je vois d'avance la chose dans mon esprit, je la vois d'avance, et pourtant je ne la réalise jamais comme je la prévois. Elle est transformée du fait même qu'il y ait peinture. L'une des raisons en est que j'emploie très gros pinceaux. Et de la façon dont je travaille, je ne sais en vérité pas très souvent ce que va faire la peinture. Et elle fait beaucoup de choses qui sont bien meilleures que ce que je pourrais lui faire faire. Je veux dire que pour un peintre, ce qui est vachement intéressant pour tous ceux qui travaillent au matériau, tous ceux qui ont une pratique, eh bien, quand il pose son pinceau sur la toile, la relation l'événement que lui, on voit souvent comme un accident, va diriger toute la toile. C'est-à-dire que finalement, c'est dans la relation au matériau et dans le faire lui-même que l'œuvre se construit. Et moi, ce que j'essaye de faire dans mes dernières pièces, c'est justement, ça vole les couleurs, mais c'est de, par le hasard, par l'accident, même si tout est prévu d'avance, et d'ailleurs, Bacon insiste beaucoup sur le cadre, le diagramme dont il parle, de la façon dont l'artiste a de prévoir là où il va intervenir, où tout est préparé, quasiment même conceptuellement, il sait où il va faire un portrait, il sait, tout ça va se faire dans le faire, précisément. Eh bien, l'accident, c'est ce qu'on peut, je veux dire, favoriser dans une technique qui prend très très loin comment dire, une technique immédiate, le verrier qui souffle, par exemple, lui a immédiatement le verre dans la main. On peut très bien prévoir et donner la place au chaos. Et la construction, finalement, qui va venir de ce qu'on peut préparer, ce résultat-là, il faut l'accepter comme des dans tous les cas, c'est qu'à la limite, on ne le maîtrise pas. Donc c'est ce type d'approche, de proche romantique, en tout cas pour l'artiste. C'est pour ça que je ne peux pas créer une nouvelle académie. Je la provoque, oui. Bien sûr, je la provoque. Mais je la provoque, mais souvent je donne les conditions. Non, je donne les conditions de l'émergence de quelque chose qui est parfaitement hasardeux, mais seulement c'est cette relation finalement à l'événement qui fait que moi l'œuvre est la suite, la conséquence de toute mise en œuvre technique et aussi conceptuelle. Voilà un peu le fond de l'affaire. Je pense que c'est clair. Je te remercie.